connais un peu la fiscalité, c'est parce que notamment je siège au Conseil à la vie associative et j'anime la commission juridique et fiscale. Ce n'est pas un sujet simple et on va essayer de l'aborder par rapport à vos préoccupations à vous. Je pense que quand vous lancez dans un projet associatif, c'est parce que vous poursuivez un objectif qui tire plus sur l'intérêt général ou une certaine vision de la société que sur votre intérêt propre. Mais quand vous lancez votre projet, vous ne pensez pas automatiquement à toutes les conséquences que ce projet peut avoir, notamment en termes fiscaux. Projet d'intérêt général, jusqu'à il y a 10 ans ou 15 ans, ça signifiait soutien public, soutien par l'État, des subventions, soutien par le maire, soutien par le département, et en tout cas, on arrivait à boucler son budget grâce aux aides publiques. Aujourd'hui, vous le savez, ça n'est plus le cas. Les budgets étatiques en direction des associations sont ce qu'ils sont, les budgets des départements aussi, les budgets des communes aussi, et il faut donc trouver d'autres ressources. La première, c'est les cotisations. Mais il va de soi qu'on ne peut pas demander à des usagers ou à des étudiants de financer le budget d'une association. La deuxième, c'est évidemment le mécénat, mais qui va aider des associations, hormis si vous vous lancez sur des créneaux où précisément les mécènes sont importants. La troisième solution, la plus simple, c'est de développer des activités commerciales. Très souvent, votre activité première sera commerciale. Simplement, ce caractère commercial sera effacé par l'intérêt général que vous portez. Par contre, il faut savoir qu'on a un article du Code général des impôts qui nous dit « sont soumis à l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales », et vous en êtes une en qualité d'association, toutes les personnes morales qui poursuivent une activité lucrative. La question, c'est donc de savoir à partir de quand je développe une activité lucrative. Il y a 3 critères. Le premier, la première question, c'est de savoir si, d'une façon ou d'une autre, en tant que président ou en tant qu'administrateur de votre association, vous vous faites rémunérer d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle une gestion intéressée. Et là, ça vous fait tout de suite basculer dans le champ de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée ou la contribution économique territoriale. Attention, si vous n'êtes que directeur ou directeur général de votre association, que vous accomplissez un travail, vous pouvez vous faire rémunérer par un contrat de travail sans aucune difficulté et sans que ça ne remette en cause le caractère non lucratif de votre association. Deuxième question, admettons que et je n'en doute pas, votre gestion soit désintéressée. La deuxième question, c'est de savoir si la prestation que vous fournissez à vos clients ou à vos adhérents, plus précisément, c'est une prestation qui peut être offerte par un concurrent lucratif. J'attire votre attention là-dessus. Le critère déterminant de la lucrativité, au sens fiscal du terme, n'est pas tant la question de savoir si vous êtes d'intérêt général ou pas, malheureusement, c'est un peu idéologique tout ça, il faut y faire attention. Mais la question de savoir si vous avez un concurrent commercial, si vous avez un ou plusieurs concurrents commerciaux dans un environnement assez proche, en tout cas proportionné à la nature de votre activité, il faut passer à la troisième étape, vous poser de nouvelles questions. Est-ce que votre activité présente des différences par rapport à la façon dont le concurrent commercial l'exerce? Est-ce que vous vous adressez à un public différent de celui auquel le concurrent s'adresse? Troisièmement, est-ce que vos tarifs sont différents pour tenir compte précisément du public auquel vous vous adressez? Et enfin, est-ce que ou non vous recourez à de la publicité commerciale? Je vais prendre un exemple. Dans les structures qui ont été accompagnées par l'AnimaFac, j'ai relevé qu'il y avait une association qui se lançait dans une box informatique pour accompagner les étudiants qui sont atteints de maladies assez graves, pour les aider dans leur vie quotidienne. Bon.
je dirais a priori, on va supposer que les dirigeants de cette association ne sont pas rémunérés d'une façon ou d'une autre. Bon. En tout cas, pas en tant que directeur ou salarié. Deuxièmement, pour le moment, il n'y a pas de concurrence commerciale. Ça veut dire qu'a priori, le produit est unique, il est original. Deuxièmement, il s'adresse à tout type d'étudiants, pauvres ou riches. Vous ne faites pas de publicité. Et enfin, vos tarifs, eh bien, il n'y a pas de comparaison possible puisque vous n'avez pas de concurrent. Jusque-là, la vie est tranquille, elle est zen. Le jour, malheureusement, où quelqu'un, en suivant sur Internet ce que vous faites, trouvera l'idée intéressante et qu'il se dira que lui, en s'adressant à tel ou tel type d'étudiants, plutôt dans le 16e arrondissement qu'en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, il peut peut-être faire de l'argent. Du jour au lendemain, sans le vouloir, vous allez vous retrouver dans une situation concurrentielle et il faudra que vous démontriez, pour échapper aux impôts commerciaux, que vous vous adressez précisément à des étudiants qui n'ont pas suffisamment de moyens pour accéder à un service du concurrent ou de la société commerciale. Après, autre étape, l'essentiel de votre activité est non lucrative à la suite de cette démonstration, mais ça ne vous permet pas de boucler votre budget. Donc, vous allez vous adresser, sans doute, avec des tarifs supérieurs, de façon accessoire à votre activité non lucrative, vous allez vous adresser aux étudiants du 16e arrondissement. Dans ce cas-là, vous avez parfaitement la possibilité de poursuivre cette activité dite lucrative à côté de votre activité non lucrative, à condition que la seconde, l'activité non lucrative, reste prépondérante, significativement prépondérante, et à condition aussi que vous créiez un secteur distinct où vous allez enregistrer les recettes et les charges de votre activité destinée aux étudiants plus aisés, si je garde cet exemple, et sur lequel, a priori, vous devrez payer l'impôt sur les sociétés et vous devrez facturer vos prestations aux 10 étudiants avec de la TVA. Voilà. Sachez toutefois que si les activités lucratives que vous développez à côté de vos activités non lucratives ne dépassent pas un certain chiffre d'affaires qui aujourd'hui est très légèrement inférieur à 62 000 € annuels, eh bien vous ne paierez aucun impôt parce que vous bénéficierez de ce que l'on appelle une franchise d'impôt qui vaut aussi bien pour l'impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée ou la contribution économique territoriale. Il n'y a pas de pourcentage. Il faut que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante. L'administration n'a jamais donné de pourcentage réel. On peut considérer que jusqu'à 65-70% d'activité non lucrative, il n'y a pas de crainte à avoir. Lorsque l'activité lucrative dépasse 30-35%, là on peut se poser des questions, et notamment celle de savoir si l'on n'aurait pas intérêt à localiser cette activité lucrative ailleurs que dans l'association, soit dans une autre association soumise aux impôts commerciaux, soit dans une société commerciale dont les dividendes remonteraient à l'association et pourraient permettre à celle-ci de financer son activité non lucrative. Sachez qu'aujourd'hui, au HCVA, on discute beaucoup, y compris avec l'administration, pour assouplir ce caractère significativement prépondérant, parce qu'encore une fois, si on veut que des associations qui auront une réelle implication dans l'intérêt général continuent de mener leur action, survivent tout simplement, il faut lâcher du lest sur ce critère-là. Moi, je pense que c'est important dans la mesure où il importe aujourd'hui que les dirigeants d'associations appréhendent leur entité, leur structure, comme une véritable entreprise, même si ça n'est pas une société commerciale, et tout le malheur que je leur souhaite, c'est que ça ne devienne jamais une société commerciale. Mais par contre, il est important d'en maîtriser toutes les données, toutes les implications, voilà. Ne serait-ce que pour ne pas être pris au dépourvu un jour où
par malheur, un inspecteur viendrait taper à la porte en disant « je viens faire un contrôle chez vous ». Quoi, vous voyez. Je pense que les jeunes aujourd'hui, enfin vous êtes plus jeunes que moi, mais les jeunes ils ont ça, enfin pas la fiscalité, mais en tout cas, bon d'abord je pense qu'il y en a qui ont fait des écoles de commerce ou autres, donc ils ont eu comment dire, un sens de la gestion associative qu'on n'avait pas à notre époque, où on se lançait sans rien savoir, quoi. On trouvait même pas les statuts sur internet, on allait les chercher à la préfecture, et puis on remplissait ça comme on pouvait, puis tout le reste on s'en foutait. Aujourd'hui, je pense quand même que les jeunes qui se lancent dans des projets comme ça, ils ont le souci, je pense, hein, de bien cadrer leur budget et puis d'être dans les clous, quoi. Ils ont plus une approche entrepreneuriale, ce qui est tout à fait dans la logique de l'économie sociale, qui porte des valeurs que vous défendez et que je défends également. Si j'avais à qualifier cette démarche en 3 mots, je n'en retiendrai qu'un, c'est celui de génial. Vous savez, je travaille pour la Vise, je travaille pour France Active, je vois tout l'apport, tout l'intérêt que ça peut porter pour des créateurs d'entreprises de l'économie sociale ou des créateurs d'associations. Je vous connais un peu moins, Anima Fac, mais je ne peux dire que je trouve ça génial, c'est tout, voilà.